Le souvenir de l'esclavage récent dont la race nègre a été l'objet, savamment entretenu dans la mémoire des hommes et en particulier dans celle des nègres, affecte souvent la conscience de ces derniers d'une manière négative. À partir de cet esclavage récent, on s'est efforcé de construire, en dépit de toute vérité historique évidemment, la légende selon laquelle le nègre a toujours été réduit en esclavage par des races blanches supérieures avec lesquelles il a vécu, où que ce soit. Ce qui permet de justifier aisément la présence des nègres en Égypte et en Mésopotamie ou en Arabie, dès la plus haute antiquité, en décrétant qu'ils étaient des esclaves. Bien qu'une telle affirmation ne soit qu'un dogme destiné à falsifier l'histoire et dont la fausseté n'échappe à ceux qui l'avancent, elle n'en contribue pas moins à aliéner la conscience nègre. Pour ceux qui aiment utiliser le terme aliénation et dire que vous êtes des aliénés, est-ce que vous savez que même votre construction, c'est-à-dire que ce que vous construisez dans votre mental, ça nous permet de dire que vous êtes aliénés. Et pour moi, le concept de noir, de se revendiquer forcément noir, à un moment donné, pour moi, c'est une aliénation. Pareil aussi pour de se revendiquer sénégalais, malien, tout ça. C'est des aliénations aussi. Là, on est d'accord, Rico. C'est des aliénations. Pour moi, la solution, c'est de se revendiquer en fonction de nos identités, de la manière dont nos ancêtres se revendiquaient tout simplement. Ils se revendiquaient de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus, de plusieurs communautés. Pas de race, pas de couleur de peau. Ça n'a jamais existé chez nos ancêtres. Il y avait plusieurs carnations chez nos ancêtres. Il y avait même des albinos aussi qui étaient là, même s'ils ont été victimes de préjugés justement à un moment donné. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, Cheikh Anta Diop te dit quoi ici? Il te dit que le fait qu'il y a eu l'esclavage récent, ils se sont et ça rejoint ce que j'ai lu tantôt dans l'Histoire générale de l'Afrique dans le tome 3. Ça rejoint cette idée, d'accord, où on voulait faire passer le noir pour celui qui est inférieur, d'accord, pour celui qui est bon. On va nous rendre folle. Moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, j'estime que chaque personne a une identité propre. Tout simplement. Moi, je vais plus loin que ça. Il peut y avoir dans une même communauté, une même tribu, une multitude de personnes avec des identités différentes. Pour illustrer cela, aujourd'hui, peut-être toi, Rico, ou bien moi, je prends mon cas. Mon père, il était guinéen, ma mère, elle était d'origine sénégalaise. Moi, je ne suis pas que guinéenne, ou bien je ne suis pas que malinké, je ne suis pas que wolof. Je suis malinké et wolof, donc c'est propre à moi. Donc, en réalité, on peut se mettre sous la bannière d'un même combat, comme il y a plusieurs ethnies qui vont se mettre sous la bannière de l'antiracisme, comme dans ce que vous faites. Mais on a des identités différentes, tout simplement. Et il faut connaître la genèse de pourquoi nous en arrivons à un tel débat. Si on ne connaît pas la genèse, on va penser que nous ne voulons dire que nous ne sommes pas noirs que pour le dire, mais nous le disons parce qu'on a affaire à des gens qui veulent comme centraliser le débat des problèmes de l'Afrique sur le fait de la carnation. Donc nous devons tous, en tant que Noirs ou en tant qu'Africains, aller vers un combat ou bien même façon vision, parce que nous sommes tout simplement noirs et nous disons que c'est pas possible, c'est tout simplement pas faisable, parce que on rencontre au niveau de l'Afrique des gens qui ne sont pas bien. Si on dit que parce qu'il est noir on doit le soutenir, on va arriver à avoir de grands problèmes. Donc on peut se soutenir sur une idéologie, ou bien une manière de faire, ou bien un combat qu'on veut mener, mais on ne peut pas se centraliser sur le fait d'être tout simplement noir. Et justement, on va venir combattre cette idée-là parce que au sein même de nos communautés, il n'y a pas que des noirs. Il n'y a pas que des noirs. Comme là, on vient de parler du cas des albinos, mais on ne parle pas que des cas des albinos. Aujourd'hui, on a des peuples de génération, en génération, qui sont peuples de 5 ascendances, mais qui sont très clairs de peau. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Donc on a quelque chose d'antérieur. Donc on était assis là, il y a un groupe de personnes qui sont venues, qui ont dit qu'il faudrait se battre au nom de la couleur de peau. Mais ce qui va venir engendrer le reste, les conséquences, c'est que nous essayons de leur expliquer
que mais non, on ne peut pas mener un combat au nom de la couleur de peau. C'est pas possible. Parce que même au sein du continent, nous ne sommes pas uniformes. Là, on est d'accord. Là, je ne suis même pas en train de parler de l'appellation. Je veux dire que un Peul qui est blanc, bon, qui est clair de peau, reste un Peul, un Africain qui n'est pas noir. Donc, si, en revanche, on a affaire à des gens qui viennent nous dire que au niveau de l'Afrique, on a un combat à mener contre les oppresseurs extérieurs qui veulent qui veulent de notre sous-sol, qui veulent nous laisser dans la pauvreté, qui veulent nous opprimer, oui, on peut mener ce combat. Mais jamais un combat ne peut être mené sous le prisme de dire que parce que je suis noir, il faudrait mener ce combat. Aujourd'hui, on en est où? On a plusieurs peuples au niveau du continent. Ici, actuellement, on parle de presque 2000 et quelques ethnies au niveau de... donc, le Cameroun, c'est 400. Ici, en Côte d'Ivoire, prenons 60 ethnies. Nous n'avons même pas les mêmes ascendances, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas les mêmes cultures de base. Oui. Regarde. En fait, moi... Oui, je termine. Vas-y. Je termine sur ça, s'il te plaît. Donc, nous, on se dit que si on veut partir du prisme de la couleur, parce que regarde ce que ça a créé. On a affaire à des gens qui sont en train de dire que les Peuls qui sont clairs ne sont pas des vrais noirs. Donc, ils ont commencé chez les Maghrébins, mais c'est en train de descendre plus loin. Ils sont en train de dire que les Africains, qui ont une autre carnation que celle qui est noire, merci, ma fille, ne sont pas... C'est très dangereux. Bon. Donc, maintenant, parlez. Je suis en train de parler ici dans mon autre moi qui est là, qui a bon esprit, il est là. Vous venez gâter. Désolé. Attends, je peux répondre. Non, mais tu as très bien parlé, ma soeur. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Est-ce que je peux vous répondre? Regarde, je vais t'expliquer un truc, ma soeur. Tu sais qu'on est une identité propre à nous-mêmes. Ça, je n'en doute pas. Notre identité première, c'est justement notre ethnie. Ça bouge pas. Ça a des centaines d'années. Donc là-dessus, je vais être d'accord avec toi. Maintenant, ce que je vais te faire comprendre en fait par là, c'est que qu'on le veuille ou non, on est dans une guerre. Ok, ça c'est une réalité. Ça faut le comprendre. Ça c'est qu'on le veuille ou non. Et c'est pas qu'on est dans une guerre parce qu'on l'a voulu, mais c'est que les peuples nous font la guerre. Ok. À partir de ce moment-là où tu vois que les peuples nous font la guerre de par notre couleur de peau. Ça, il faut le comprendre. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que indirectement, admettons, toi tu te dis c'est mon identité, je ne suis pas noir, par exemple. Tu sais très bien que, et ça on le sait tous, que, admettons, je te donne un exemple. Si par exemple, tu as un noir qui subit quelque chose devant toi, par exemple, il n'est pas de ton ethnie, il a rien à voir avec toi, mais tu sais très bien qu'il va subir cette chose-là parce qu'il est noir. En fait, en divulguant ce discours-là, en te disant que tu n'es pas noir, ça pourrait vouloir dire que, par exemple, tu pourrais rester insensible, notamment, ou ne pas voir la même vision des choses, de voir qu'un noir, par exemple, subit quelque chose. Toi, tu restes là parce que tu t'identifies pas à cette couleur de peau. Mais le problème, c'est qu'en restant là, en te disant, moi, je suis pas noir, que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, ça va arriver sur toi. Parce que les gens, ils te voient comme une noire. Que tu le veuilles ou non, les gens te perçoivent comme ça. Donc, tôt ou tard, tu vas subir la même chose parce que t'es noir, même si tu as ton identité propre. Moi, je te parle de garder justement cette identité de couleur de peau par rapport au combat qu'on a. Si maintenant on doit revenir à notre identité, là, je suis d'accord avec vous. On a une identité propre à nous quand on parle entre nous, entre Africains. Mais on sait très bien que si on est oppressé, c'est par rapport à notre couleur de peau et rien d'autre. Moi, je suis désolé. Si je vais finir là-dessus. Si par exemple, je vais te prendre un exemple. Je prends le combat des Haïtiens là, par exemple. Ok, le combat des Haïtiens qui se sont libérés de l'esclavage. Eux, ils étaient esclavagisés parce qu'ils étaient noirs. C'est pas un combat d'Haïtiens, c'est un combat de noirs. Parce que quand les colons venaient, c'est parce que t'étais noir, ils avaient rien à foutre d'où tu venais. Ils avaient rien à foutre de ton ethnie. C'est parce que t'étais noir. Donc indirectement, on est obligé aussi de mener ce combat-là par rapport à notre couleur de peau. Parce que si on veut s'exclure, tôt ou tard, on va y passer. Parce qu'on est noir. C'est juste ça que je vais faire comprendre. Merci, monsieur. J'ai aussi une question pour Chéri, c'est que monsieur vient de dire Souneke. Attendez, la voix, vous élève la parole. Kunta, tu viens à peine de monter. Ouais, je viens à peine. Fermez vos micros. Fermez. La voix, ferme ton micro. C'est les élèves qui sont sur les panels, non. Tu sais que panel est sur modo là. Je vais te bouger. Non, je l'ai descendu. Les élèves, vas-y. Béni, vas-y. Pas de discipline en bas. Pas de discipline en bas. C'est pas votre panel. C'est mon panel.
Si on est dans votre panel, vous faites ce que vous voulez, mais ne venez pas me faire. Vous respirez. Ici. Madame Sonique, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Attends, non, tu peux pas. Si tu es trop pressé, tu peux y aller. Après, quand tu auras le temps, tu viens. Monsieur Kofi et puis les élèves, vas-y après Monsieur Kofi. Ouais, les élèves, bénis. Vas-y, mon frère. Salam alaikum à tous et bonjour à ceux qui ne sont pas musulmans. En tout cas, moi, je suis très content de tomber sur ce thème-là. Wa alaikum salam. Bizarrement, depuis avant-hier, je réfléchissais sur ce sujet-là et je me suis posé un certain nombre de questions. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai entamé le combat contre l'Égypte antique, qui pour moi est le premier et le dernier ennemi conventionnellement appelé noir. Là, c'est un combat que je vais mener bientôt. J'ai déjà entamé ça. Pour revenir à la question de la couleur de peau. Je lisais comme ça Tidjane Ndiaye dans l'éclipse des dieux. Lorsqu'il parle de ce phénomène-là, tu te rends compte que l'histoire de couleur de peau, c'est tout simplement lié au racisme. Parce que c'est venu sur base d'hierarchisation de l'être humain. Donc quand on essaie de revendiquer par exemple la couleur noire, comme le disait quelqu'un tantôt, qu'on le veuille ou pas, on fera du racisme. D'une manière consciente ou inconsciente, on fera du racisme. Parce que ça aboutit au fait. Et moi je préférais plutôt qu'on milite pour... je me suis identifié moi-même en tant que musulman comme humain-centriste. Voilà, si j'ose nommer ça comme ça, l'humain-centriste ou l'humain-centrisme. C'est-à-dire mettre l'humain au centre de toute chose. C'est l'humanisme, tout simplement. Non. Moi, j'ai créé pour moi. J'ai dit, j'ai créé mon mot. Aïe, toi aussi. Faut créer ton mot. Hein. Créer ton mot. Vas-y. Là, tu joues avec quelque chose. Alors, donc moi, je suis... Au lieu de faire ça en Koyara, il va venir prendre langue des gens pour créer mon... Non. Mais il n'a pas tort, hein, parce que ça fait partie du processus de désaliénation. On décide en fait que c'est nous, on parle comme on veut. Ils comprendront après. J'ai dit, moi, je suis humain-centriste. Voilà, je suis humain-centriste. Ou bien je suis humain-centrisme. Je pratique l'humain-centrisme et je suis humain-centriste. C'est-à-dire, pour moi, l'humain doit être au centre de toute chose. Je ne suis ni afrocentriste. Je ne suis pas encore pour l'hérocentrisme, comme Clarence Walker. Donc moi, je suis humain-centriste. L'humain au centre. Et quand on met l'humain au centre, on regarde la couleur autrement. On regarde la couleur autrement quand je me fais référence à la sourate 30, le verset 22. Donc, en tant qu'humain-centriste, quand je lis la sourate 30, verset 22, je regarde la couleur de peau autrement. Parce que le Coran me dit, dans la... qui raisonnent ou qui réfléchissent. Je mets l'humain au centre de toute chose là. Et que je vois quelqu'un qui a une couleur différente de ma couleur de peau, je l'aime automatiquement. Je me dis que ça, c'est un signe d'Allah, c'est une beauté architecturale du Créateur, qui veut que j'apprécie cet être-là à sa juste valeur. Regarde cette histoire d'esclavage. Pour la plupart, c'est parce que ils ont fait de la racialisation que nous sommes en arrivés là. Ils se sont trouvés supérieurs par rapport à telle position, on est ceci, ceux-là sont ceux-là. Je vais vous lire rapidement. Quand Tidjane Ndiaye te parle de... Il a fait un truc sur l'origine... Il est là, il est dans des reines. Hein? Donc béni, il y a quelqu'un qui sort à la caméra chez Reine là. Oui, Reine, mais moi je comprends pas son affaire là. C'est les enfants là. Toujours moi lui dit qu'il a collé colle sur son téléphone, elle comprend pas. Faut parler béni. Et puis... Vraiment. Voilà. Alors, oui, mais c'est quel modérateur ça? Vas-y. Hier, j'étais en train de faire un travail dessus. Je disais comme ça, la racialisation telle que connue ou conçue par l'homme est tout simplement du racisme. Alors que vous le vouliez ou pas, en voulant revendiquer une identité raciale, vous ferez du racisme. Puisque c'est de cette idée, c'est-à-dire le racisme,
que découle la racialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous devons plutôt militer pour l'humain-centrisme. Alors moi, en tant que musulman, je suis humain-centriste. Et comme je l'ai dit, il y a la sourate 49, verset 13, il y a la sourate 30, verset 22. Béni, vas-y. Allez-y. Vas-y. Ok, j'espère qu'on m'entend bien. Bon, là, je fais un rapide récap. Je disais tantôt que l'histoire de couleur de peau, c'est bien d'en parler, mais il faut se poser la question de savoir, cette histoire de couleur de peau là, quelle est son origine? Et Tidjane Diaye, dans son livre L'éclipse des dieux, nous dit que c'est fondé sur le racisme. Donc ça veut dire que si je dois revendiquer une couleur de peau, que je le veuille ou pas, consciemment ou inconsciemment, je ferai du racisme. Donc moi, dorénavant, j'ai décidé d'être plutôt humain-centriste. Pratiquer l'humain-centrisme, c'est-à-dire mettre l'humain au centre de tout. Je ne pratique pas l'afrocentrisme. Je ne pratique pas non plus le kémicentrisme. Je ne souhaite même pas entendre hérocentriste. Parce que tout ça, c'est des identifications raciales. Forcément, tu vas créer un élément de supériorité. Consciemment comme inconsciemment, je le dis. Tu peux dire non, moi, c'est pas ça. Mais quelque part, tu auras ce sentiment de supériorité en toi. Consciemment ou inconsciemment. Je ne vais pas être trop long. Je vais terminer par ceci, une interrogation. On nous dit que les Égyptiens anciens se font appeler Kama, Kemet, Kemit, comme ils veulent. Et les afrocentrés ont essayé de ramener ça à la terre des Noirs. Ok. Il y a une question que je me pose, je vais vous la poser et puis je vais m'arrêter là, espérant avoir une réponse. Je me suis comme ça interrogé pour dire, bon, si les Égyptiens s'identifient comme noirs de peau, en se faisant appeler Kémit ou Kémitu, comme ils veulent, pourquoi les Égyptiens anciens ont-ils donc appelé la Nubie Ta-Seti? Ta qui veut dire terre, Seti qui veut dire arc, c'est-à-dire la terre des archers. Pour truc. Alors, pourquoi les Égyptiens ont appelé la Nubie Ta-Seti? Est-ce qu'ils ne regardaient pas les Nubiens, ou bien les Nubiens n'étaient pas aussi noirs de peau comme eux? Si oui, est-ce que les Nubiens étaient considérés comme Kémites par les Égyptiens? C'est une question, j'aimerais vraiment avoir réponse, Inch'Allah. Salam alaikum. Les gars, faites votre demande et puis toutes mes excuses, s'il vous plaît. Reste pas trop en pause. Reste pas trop en pause, Ren, parce que ça va faire sauter le live. Je vais aller dans le sens de tout le monde. Oh, Chikaes, attends. Youssouphi, attends, s'il te plaît, je vais faire monter ma chaîne. Bon, attends, ouais, vas-y. Vas-y. Salam alaikum. Je vais aller dans le sens de ce que disait Béni. En fait, il y a une chose, je pense qu'il faut peut-être clarifier, mais Ren Malinko aussi a dit dans ce sens-là. On est dans une société post-coloniale, quel que soit l'endroit. Là, tout le monde entier a été dominé, enfin, et continue d'être dominé en fait par les Occidentaux. En fait, on vit dans une société post-coloniale, ce qui fait que nos imaginaires et notre manière de penser l'autre est totalement influencé par la colonisation. Le premier pas vers une émancipation et vers une désaliénation, c'est déjà ne plus se regarder dans l'œil de l'autre. À partir du moment où on se regarde dans l'œil de l'autre, on est déjà aligné. Et en fait, le fait de se définir comme noir, en soi, c'est une aliénation. Parce que être noir, ce n'est pas en Afrique. Être noir, à la base, c'est une catégorie sociale qui existait dans les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes, comme les États-Unis, les Antilles, le Brésil, etc. En Afrique, il n'y a pas de noirs. Je répète, en Afrique, il n'y a pas de noirs. Les gens se sont toujours pensés comme étant un peuple à part entière, comme étant des peuples à part entière, définis avec une histoire propre, avec une origine, avec une tradition, avec des coutumes, avec des croyances, avec une cosmologie, cosmogonie, etc. Et tous se définissaient différemment les uns des autres à partir de ça. Et ça, tant qu'on n'a pas saisi ça, on a un problème. Dans les Antilles, dans les Amériques, on se pense comme noir parce que c'est une catégorie sociale
et on est défini comme étant noir, et on a construit une culture à partir de ça, parce que derrière, il n'y a pas de racines. Si vous voulez, il y en a qui est fait culture aux Antilles, aux États-Unis dans une moindre mesure. Il y a des choses qui viennent d'un petit peu partout. Ça, le langagisme avec avec ce qu'on appelle les Indiens, les coulis, etc. Il y a des Congos qui sont arrivés après l'esclavage, donc en fait c'est des gens qui ont connu le langagisme, une certaine forme d'oppression, mais c'était pas l'esclavage. Donc en fait c'est des identités qui sont à part, c'est des nouveaux peuples avec une nouvelle histoire et qui se construisent sur cette histoire-là. Être noir dans ces sociétés-là, c'est une catégorie sociale. Ça définit qui tu es. Si vous allez en Martinique par exemple, en Martinique, il y a les béquets, il y a ensuite les blancs. Parce qu'en fait, il y a parmi les blancs qu'il y a en Martinique, en Guadeloupe, il n'y a pas que des béquets. Il y a ensuite les mulâtres. Et en dernier, il y a les noirs. C'est des catégories sociales. Et ça, avec le panafricanisme, on l'a importé en Afrique. Et je le répète souvent en ce moment, que si les gens veulent comprendre ce qu'un noir, donc des descendants d'esclaves, qui ont été façonnés par la civilisation occidentale, pensent et comment ils se voient en Afrique, ben regardez l'histoire du Libéria. Vous aurez une idée claire du comportement que peut avoir un noir en Afrique. Parce qu'en fait, un noir, il est exogène à l'Afrique. Il n'appartient pas à l'Afrique. Il peut y retrouver ses racines et se reconnecter, mais il doit faire un parcours individuel qui est particulier. Il doit se remettre en question sur qui il est. Et ça, c'est le plus difficile. Et ça, tant que on va pas réussir à le formuler correctement, cette question de noir, pas noir, on va pas s'en sortir. Parce que déjà, en fait, tu te vois dans l'œil de l'autre. Donc, comment tu peux combattre le colonialisme, toute forme d'oppression et l'aliénation, si tu continues à te définir par rapport à comment l'autre t'a défini? Et c'est ça la plus grande catastrophe. Clairement, en fait, on est le peuple qu'on représente aujourd'hui. On a contaminé l'Afrique, parce que même quand tu prends les Noirs, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, en vérité, c'est différents peuples. Un Jamaïcain, différent d'un Cubain, qui est différent d'un Martiniquais, d'un Guadeloupéen, d'un Trinidadien, etc. Mais on se voit comme un collectif. Bah, en fait, ce qu'on a ramené en Afrique n'aide pas l'Afrique à avancer. Je suis désolé. Même le kémitisme, dans une certaine mesure, est issu de cette pensée panafricaniste, qu'en fait, qui est du fantasme pur. Faut bien comprendre que un Antillais qui arrive en Afrique ne connaît pas l'Afrique, il a fantasme. À part, bon, les gars, les gens qui ont grandi, par exemple, en France, et qui ont été au contact de Soninké, de Peul, de BT, de choses comme ça, de Douala et tout ça, oui, peut-être qu'il va le prendre, qu'il va être immergé. Il aura une connaissance un petit peu distante. Mais de l'autre côté, on connaît pas. Si vous écoutez, je sais pas moi, les chansons de reggae, des trucs comme ça, ils vous parlent de l'Afrique comme c'est le paradis. Ils parlent de Zion. Donc vraiment, il y a le fait de prendre ce concept de noir et de le retourner, de dire, mais en fait, non, je suis pas noir. Je suis Soninké, je suis Malinké, c'est une émancipation à un point, les gens, ils ont même pas idée. Il y a beaucoup d'Antillais comme moi qui ont grandi en Afrique. Oui, ça arrive. Moi, j'ai grandi dans un milieu africain. Enfin, beaucoup. Il y en a pas beaucoup, faut pas exagérer. Des Jacob Desvarieux, il n'y en a pas 10 000. Hein. Donc, il y a, et même beaucoup d'Antillais qui ont grandi en Afrique, pour une bonne partie, il faut dire aussi, c'est dans le cadre de la colonisation. Bref, moi je chute sur ça. Je pense que le premier pas vers une libération des mentalités, l'émancipation, en fait, à pas parler. Vas-y, prends ton temps de parole, ou bien t'es occupé, Kofi. Non, mais j'attends que les gens finissent. Ouais, je suis là depuis tout à l'heure, j'attends que les gens finissent. Vas-y, prends ton temps de parole. Ouais. Ça fait un moment que tu es là. Ouais, bon, déjà, se voir sous le prisme de la couleur. Après, moi, par rapport aux propos que Rico, il peut tenir, ou bien d'autres frères peuvent tenir, j'arrive en partie à les comprendre. Pourquoi? Parce que, déjà, nous, on est des personnes qui sommes issues de la diaspora. Nous, on est dans une société qui est à majorité blanche. Donc, on se voit déjà sous le prisme du blanc. Donc, on peut se voir en tant que noir. Mais maintenant, pour une personne qui est en Afrique, et qui se voit sous le prisme africain, il peut pas se voir en tant que noir. Parce que pour lui, c'est pas logique.
Nous, les gens qui sont sur le continent, se voient sous le prisme de l'ethnie. On en a bien la preuve aujourd'hui quand on voit ce qui se passe au Gabon avec nos frères béninois. On les voit en tant que béninois, on les voit pas en tant que noirs ou quoi que ce soit, parce que ce sont des noirs qui oppriment encore d'autres noirs. Voilà. Là, ils se voient sous le prisme de la nationalité, entre guillemets, ou bien de l'ethnie. Donc, à un moment, oui, il faut comprendre ces frères-là qui sont issus de la diaspora, qui se voient sous le prisme de la couleur noire. Parce que quand on est dans la diaspora et dans la société dans laquelle on est, qui a majorité blanche, ben, on essaye, entre guillemets, de se rattacher à une branche et qui est la branche de la couleur. Parce que cette société, la société dans laquelle on vit, dans la société occidentale, il y a une classification des races et des couleurs. Voilà. On va dire, au sommet de la chaîne alimentaire, ben, il y a le blanc, le caucasien. Après vient les asiatiques et les maghrébins et compagnie. Et en bas de la chaîne, ben, c'est le noir. Voilà. Et on est en tant que noir, qu'on soit issu des DOM, des TOM, ou bien de l'Afrique, ou bien d'ailleurs, ben, on essaie de se regrouper en tant que, entre guillemets, victime. Parce que notre couleur a toujours été vue depuis le XVe siècle comme une couleur liée à l'obscurité, aux ténèbres et compagnie, à quelque chose de négatif. Donc oui, il y en a certains qui vont se rattacher à cette couleur, cette histoire de couleur noire, et il faut comprendre les gens qui sont issus de la diaspora par rapport à ce fait-là. Maintenant, est-ce qu'il faudrait condamner ces propos-là, ces propos, et en faire une polémique avec nos frères, des gens qui sont issus de la diaspora? Non, parce que on ne vit pas dans les mêmes sociétés et on n'aura pas la même vision de ce terme-là qui est le terme noir ou autre. Moi-même, je le dis très souvent, je dis non, je ne suis pas noir, je suis musulman. Voilà, parce que moi, je me vois sous le prisme de la religion. Le prisme de la couleur vient très très loin. Je me vois en tant que musulman, baoulé, et après, voilà, si vous voulez mettre au fond de la liste noire, ok, je peux me voir en tant que noir. Mais moi, je me vois d'abord sur le prisme de la religion. Mais quelque part, comme on le dit, oui, nous qui sommes issus de la diaspora, oui, on est aliénés à la culture occidentale. Et ça, c'est le reconnaître. Il faudrait qu'à un moment on puisse le reconnaître parce qu'on arrive à se définir par un terme que les Occidentaux nous ont collé. Alors oui, on est les gens issus de la diaspora, on est les premiers aliénés. Voilà. Bon, moi je crois que il faut le débat, comme il a essayé de le faire comprendre à Abou Ahmad et qui est en train de tourner en rond. On dit que il y a eu un transfert des réalités des gens de la diaspora ou des gens qui sont dans un contexte post-colonial qui n'a pas bougé vers l'Afrique, et ce qui devient dangereux. Donc on ne dit pas que vous, étant, que ce soit les gens de la diaspora ou que ce soit les Afro-Américains ou même les gens des Antilles, de se dire que ah mais là nous sommes face à des gens, nous vivons en perpétuelle main de fer avec des gens qui, eux, se mettent contre nous sous le prisme de leur couleur. Donc, on contre-attaque avec la même arme. Ça, c'est de votre côté. Mais cette réalité, dès que se transfère en Afrique, on est mal barré. Parce que justement, en Afrique, on a plusieurs types de couleurs pour plusieurs types de personnes. Plusieurs types d'ethnies, de communautés. Justement. C'est de là, comme on appelle même, comme j'aime bien prendre le cas de nos frères Peuls, il n'y a pas que les Peuls, l'ethnie. Chéret sur Kemet. Est-ce que tu peux nous dire, géographiquement parlant, où se situait Kemet et où se situait Déchiret? Déchiret, moi, je crois que c'est la basse Égypte. C'est la basse Égypte, c'est la Nubie. Non. C'est la Nubie, c'est la basse Égypte. Non. C'est pas ça. Donc, regarde. Regarde, je vais te montrer la carte là. Regarde. Voilà tout le continent africain. Voilà tout le continent africain qui est là. Je te montre l'Égypte ancienne que tu dis c'est toute l'Afrique là. Non. Attends, Reine, avant de continuer, Aga, et vous les Kaukau et les Wawat qui sont en bas, prenez un cahier de 100 pages. Prenez le stylo et prenez des notes. Parce que nous, on donne des cours gratuitement ici. On ne vous demande pas de payer une rose. On vous dit de prendre les cours parce qu'on dépoussière. Continue, Reine. Donc, regardez. Attends, Reine, vite fait. Aga, il était baoulé d'où, s'il te plaît? Il est boaké.
Ah, ok. D'accord. Et je suis fier d'être baoulé. Mais moi aussi, je suis baoulé. C'est mon identité. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Moi, je viens de Tchassalé. Tchassalé. Ah, Tchassalé. Tchassalé. Mais j'espère que vous connaissez vos racines, hein. Vous connaissez vos racines. Et on va en parler après. Mais je te laisse avec Reine. Reine, elle va t'enseigner. De quel village? Enseigne-le. De quel village? Parce que je connais beaucoup de villages. Après. Attends, laisse. Parle avec Reine. Dans ton cahier, là. Dans ton cahier, note. Reine, vas-y. Reine, vas-y, s'il te plaît. Donc, mon petit Aga, ceux qui t'ont dit que tout le continent africain, là, se faisait appeler Kemet, là, pardon. Il faut leur dire qu'ils n'ont pas venu débattre avec Reine Soninké. Parce qu'ils vont jamais faire sortir un seul document. Je dis bien, un seul document qui dise que toute l'Afrique se faisait appeler Kemet. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Non, mais Kemet, ça veut dire quoi? Kemet, ça veut dire noir? Ça veut dire noir? Non, c'est un pays, c'est le nom d'un pays. C'est pas le nom d'un continent. Kemet, ça veut dire noir. Donc, tu es noir ou bien tu n'es pas noir? Non, je suis pas noir. Je vais t'expliquer pourquoi je suis pas noir. Regarde, Aga, ici, là, nous sommes dans la... C'est nous qui sommes les vrais désaliéneurs. C'est nous. Là où tu es parti, ils sont endormis. C'est un programme qu'ils ont mis en place. Tu comprends? Ils ont mis un programme pour abrutir les Africains, pour qu'on n'a qu'à aller mettre notre esprit en Égypte ancienne pendant qu'ils vont venir piller tranquillement nos ressources. Tu comprends? Donc regarde, c'est ce petit pays-là qui était Kemet. L'encadrement là, c'est juste ça qui est Kemet. Tu vois, non? J'ai mis sur l'encadrement juste. Non, mais je suis baoulé, on vient d'Égypte. Les baoulés viennent d'Égypte. Non, s'il te plaît. Les baoulés, ils sont qui viennent d'Égypte. Non, c'est pas égyptien. Tu n'as rien à voir avec l'Égypte. Rien. Ils viennent de Kemet, les baoulés viennent de Kemet. Donne-moi le nom de ton ancêtre en Égypte. Bon, Aga, en fait, la recherche c'est Aga. Aga, c'est une montagne qui est en Égypte. C'est une montagne qui est située en Égypte. Donc, toi, tes ancêtres étaient des montagnes en Égypte là-bas, c'est ça? Non, mais chaque nom a une signification, hein. Donc, je ne sais pas si ton nom n'a pas de signification, mais chaque nom a une signification. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas eux, on appelait les c'est une montagne qui est située en Égypte. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton ancêtre qui a quitté? C'est pas eux, on appelait les Kaukau et les Wawa. Non, mais je te dis, j'ai dit qu'il y a une montagne en Égypte, et même dans la Bible, oh, c'est pas une femme qui s'appelait Aga aussi, qui était une égyptienne. Non, tu dis que c'est la Bible aussi. Bible aussi. Il y a même dans la Bible, on parle de l'Égypte aussi, puis on dit Aga. Non, respecte notre intelligence. Tu peux pas dire que les religions mentent et puis même, tu as dit même la Bible, s'il te plaît. La montagne en question, non, mais... dans quel pays? Attends, la montagne Aga. Il faut taper. Ok. Aga, c'est... Non, c'est le mont Sinaï, mais on appelle ça Aga. Sinon, c'est le mont Sinaï, il faut taper le mont Sinaï. Donc, le mont Sinaï de la Bible. Ici, débattons sur le sujet. Là-bas, oui. Monsieur bibliothèque, calme-toi, s'il te plaît. Donc, tu dis qu'il y a un coin qui s'appelle Aga en Égypte. Moi, je cherche, je n'ai rien trouvé. Voilà, le mont Sinaï est appelé Aga, le mont Sinaï. Non, ne parle pas du mont Sinaï. Ne parle pas du mont Sinaï. Tu peux pas prouver que tes ancêtres étaient dans le mont Sinaï. Tu peux non, jamais faire les fonctions du soleil. Attends, tu n'as pas, au fait, tu as un manque d'identité. Vu que tu as un manque d'identité, les gens te collent tout. Non. Tu n'es pas satisfait. Non, je sais qui je suis. Non, tu n'es pas fier. Je sais qui je suis. C'est toi qui sais pas qui tu es. Tu n'es pas fier. Reine, faut lui demander quel ancêtre à nous a quitté l'Égypte. Non, je lui ai demandé, il dit que c'est montagne. Donc, vous étiez montagne en Égypte là-bas. Oui, il dit que c'était montagne. C'est ça, il a dit mont Sinaï. Non, il n'a pas dit ça. Il dit que là, même en Égypte, il y a une montagne qui s'appelle Aga. Attends, Aga. Donc, c'est la pauvre qui avait qui habitait là-bas. Attends, Aga, non. On va prendre les Soniqués. Même le nom Amo même se trouve en Égypte. Attends, Aga. On va prendre les Soniqués. Le peuple Soniqué, on retrace leur migration depuis la ville d'Assouan. Nous, les Baoulés, là, où on retrace notre migration depuis l'Égypte pharaonique. Moi, apprends-moi, hein, parce que moi aussi, je suis Baoulé comme toi. Quel ancêtre à nous? Quel ancêtre à nous, Kwadjo? Ok. Attends, d'accord. Quel ancêtre à... Non, déjà, c'était pas le Ghana. D'accord? Déjà, apprends. Non, les Baoulés du Ghana. Non. C'était pas le Ghana. Non. Je vais t'enseigner. Quel ancêtre à nous, Kwame ou Kwadjo ou Conan a quitté l'Égypte? Ou Amon aussi, c'est un nom Baoulé. Lequel? Il était dans quelle ville là-bas?
Il était dans quelle ville? Si tu veux, on va prendre Aka. On va prendre Aka, on va prendre Ake et tout ça. Attends, Yaya, attends 2 minutes. On va prendre tous les noms de chez nous là. Lequel et dans quel village? Monsieur Kofi. Attends, Yaya. Non, écoute. C'était pour te dire que tu sais que je suis fini avec lui. Il y a Monsieur Bibliothèque qui veut discuter avec vous là. Oui. Non, on va le laisser craindre. Oui. Aga, s'il te plaît, pardon. Dis-moi lequel de mes ancêtres. Moi, quand je descends. Parce que toi, on s'en fout. Va à l'auto-école. Regarde, Aga, nous, le seul ancêtre, l'un des premiers ancêtres qu'on parle chez nous, les Baoulés, les Akans, surtout les Akans, et surtout au niveau des Ashantis, on va parler de Osetotou Ier. C'est lui qui a unifié, qui a fait la confédération Ashanti. D'accord? Ok? Oui ou non, Aga? Tu le connais, lui? Ok, je vous écoute, je connais Osetotou. D'accord. Maintenant, Osetotou Ier, là, son ancêtre, là, est-ce qu'il sortait d'Égypte pharaonique, oui ou non? Et de où? Moi, je veux savoir ça. Mais en fait, mais je dis que là, mais en fait, quand tu m'as dit de t'expliquer là, il va partir. Aga, 2 secondes. Je dis, hein. Ok. Mais vous avez même quoi même avec l'Égypte là? Je comprends pas. Il y a une autre Camerounaise qui nous a dit que tout en Cameroun était Bamileke. Toi maintenant tu dis que Amon était Baoulé. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a débloqué le niveau hier. J'ai pris la vidéo. Il n'a pas dit qu'il était Baoulé, mais il a dit que chez nous les Baoulés, non, Amon existe. Il n'a pas dit qu'il était Baoulé. Chez nous les Baoulés, il a dit les Baoulés, le mot Amon existe. Il n'a jamais dit ça. Attendez. Les Gabonais ont dit que Jésus. Attends, je vais lui dire quelque chose rapidement. Attends, je vais lui dire quelque chose rapidement. Est-ce que tu sais qu'il y a le nom Allah chez les Baoulés aussi? Est-ce qu'il y a des patronymes Allah chez les Akans? Quand on dit Allah Thérèse, est-ce qu'on va relier ça au Allah de la religion? Au fait, vous faites des raccourcis. C'est vrai, en plus, c'est parce que pour ce qui relève des noms là, il faut faire d'abord de la linguistique comparative. Donc tu vas pas prendre le Allah de Baoulé, le comparer au Allah des Arabes. S'il te plaît, oui. Ça c'est c'est la même chose, non? C'est pas le raccourci que vous faites. Est-ce que tu sais que non, toi tu vas la fermer d'abord parce que tu es nul, le plus nul des Kémites. Tu peux la fermer parce que tu es nul. Tu racontes que des bêtises. S'il te plaît. C'est lui qui a fait le raccourci. Moi, j'ai pas dit que c'est la même chose. T'es tellement bête que tu n'as même pas écouté. J'ai fait la même technique que lui, il a fait. Et tu dis que non, je peux pas faire ce rapprochement. Je peux le faire. Est-ce que Allah, quand tu dis Allah Thérèse, et puis tu dis Allah là, est-ce que ça se rapproche pas? Ça se rapproche. Mais est-ce qu'on va conclure que c'est le Allah de l'islam? Non. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Je dis, et puis toi, tu viens répéter derrière moi. C'est parce qu'il a pris un exemple bidon que je lui prends cet exemple-là aussi pour lui dire que ça ne tient pas. C'est parce que 2 mots se ressemblent qu'ils ont forcément la même origine. Il y a beaucoup de mots comme ça qu'on retrouve justement dans d'autres langues. Mais ça ne veut pas dire que l'un est originaire de l'autre. Donc c'est un raccourci bidon. Et tu te démutes encore pour dire que non, ça c'est un raccourci. Mais justement, c'est ce que Chantal lui dit. Je lui dis qu'il fait un raccourci. Mais tu n'es même pas intelligent pour savoir que justement, Chantal lui montrer que ce qu'il fait là, c'est pas comme ça qu'on fait. Et Agade 3, est-ce que tu savais qu'en Égypte ancienne, on ne disait pas forcément Amon? C'est pas forcément Amon qu'on disait. Parce qu'il n'y avait pas de voyelle. Ça pouvait être Imana, ça pouvait être Omana, ça pouvait être même Omané, parce qu'ils n'avaient pas de voyelle. D'accord? Le mot qu'on utilise et qu'on donne, on dit Imana, en réalité, c'est le MN. C'est MN. Seuls les Égyptiens savent comment on prononce. Donc, tu n'as pas dit que oui, Amon, c'est pareil. Non, non, non. Parce qu'on ne sait même pas comment les Égyptiens prononçaient ces 2 mots collés. Tu comprends? Il ne faut pas que les gens viennent te raconter des âneries. Maintenant, je vais répondre à Chef Panafricain aux conneries qu'il a dit tout à l'heure. J'ai une émotion. Lui, c'est le Makoso des Kémites. Attends, s'il te plaît. Il y a une émotion. Tu m'as fait descendre, tu m'as bloqué. C'est pas moi qui t'ai fait descendre. Depuis, il y a une émotion à vous faire. C'est pas moi qui t'ai fait bloquer ni t'as descendu. C'est pas moi. Tu comprends? Pourquoi vous descendez vos co-débatteurs et les bloqués? Tu es bloqué, tu commandes, tu es là. Tu es bloqué, tu es là, tu commandes. Pour 5 minutes. Il faut arrêter. Pourquoi on m'a descendu? Pardon, il faut arrêter de jouer. Tant que tu restes muté, personne ne te fera descendre. Il faut respecter le panel. Quand tout à l'heure tu parlais, on s'est muté. Il y a une émotion.
Non, non, tu gardes ta motion. Oh, Quand tu dis j'ai une motion, panafricain. et que les gens ne Tu te sais, donnent pas la motion. la dernière fois, tu m'as descendu chez toi. Attends, son Altesse, attends. Quand tu demandes une motion et qu'on ne te donne pas la motion, tu fermes ton micro parce qu'on ne t'a pas accordé la motion. C'est pas parce que des âneries aux jeunes pour les faire venir dans votre tradition de merde, s'il te plaît. Arrête. Non, mais tout ce que tu as dit là, tout est faux. Ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Voilà. S'il te plaît. Après, tu vas me prouver si tout est faux. Maintenant, cher panafricain, demi-toi et dis-moi ce qui est faux dans ce que j'ai dit là, s'il te plaît. Tu parles de l'esclavage en Égypte, mais tu ne clarifies pas. Est-ce qu'il y a eu l'esclavage en Égypte en scène, oui ou non? Tu parles de l'esclavage en Égypte en Est-ce qu'il y a eu l'esclavage en Égypte en scène, oui ou non? Non. Ah bon? Et tous ceux qui ont été livrés en tribu Aniel à Toumosis, eux, ils sont quoi? Les 522 esclaves, ils sont quoi? C'est ce qu'on veut essayer de te faire comprendre, mais je suis sûr que tu vas pas rien comprendre. Ce sont des esclaves ou pas, cher panafricain? Non, ce ne sont pas des esclaves. C'est des quoi? C'est des captifs, pas des esclaves. Est-ce que c'est écrit dans le livre captif? Quelle est la différence entre captif et esclave? Je vais te faire lire quelque chose. Attends. Non. Quelle est la différence entre captif et esclave? Tu ne veux plus les livres. Tu ne veux plus les écrits. Non. Réponds d'abord. Fais la différence entre les deux. Tu ne veux plus les entre les deux. Mais ça c'est quand ça t'arrange alors, chef panafricain, finalement. Maman est belle. On va l'attraper à son propre jeu. On va l'attraper à son propre. Parce que moi, regarde, j'ai un dossier ici. Hein. Tu as dit que plus tu as parlé, plus tu as tapé dessus. Parce que vous aimez beaucoup mentir. Mais tu as dit des trucs fausses, des choses faux. Non, c'est que j'ai dit qu'il est faux là. Est-ce que, attends. Mais on va te répondre, tu ne veux pas. Attends, non, cher panafricain, je déteste la mauvaise foi et la malhonnêteté. Je déteste la mauvaise foi et la malhonnêteté. C'est pas qu'il fait la mauvaise foi et la malhonnêteté. Non, tu es malhonnête. Tu es très malhonnête. Si tu veux nous recevoir, on va te descendre. Non, tu es un menteur. C'est moi qui ai dit où j'ai lu. Et réponds, s'il te plaît. J'ai lu que Toumosis III recevait des esclaves, 522 esclaves chaque année. J'ai lu. Mais tu ne précises pas le contraire, tu fais de la manipulation. C'est malhonnête. Merci, dégage. S'il te plaît. Tu vas tapoter en bas. Et puis cette fois-ci, je vais te muter. Je n'aime pas la mauvaise foi. J'ai lu ici devant tout le monde et puis c'est même pas ça le pire. Mon petit, tu veux que je te lise encore quelque chose d'autre, d'encore plus grave? Regarde, je vais te lire ça. Attends 2 secondes, ma reine, s'il te plaît. Vas-y, mon franchement, tu es très malhonnête. Parce que d'entendre depuis tout à l'heure, M. Kofi a dit, prends les sourds. Tu travailles dans une bibliothèque, tu as beaucoup de livres, sors-nous les livres aujourd'hui là et tout. Et là, quand tu te sens coincé, tu dis hein, il dit que voilà, il lui donne l'ordre que tous les peuples doivent obéir au pharaon. C'est une lecture que j'ai fait, on est d'accord. Ensuite, il va dire, Toumosis III va dire quoi? Il va dire, je t'ai donné la puissance et la victoire sur toutes les nations. Tous les peuples viennent et t'apportent leurs tribus sur leur dos, se prosternent devant ta majesté comme je te l'ai ordonné. Là, on est toujours dans la lecture. On est d'accord. Donc, ce passage-là, c'est un passage dans la stèle de Karnak où
Monra donne, d'accord, le OK à Thoumosis III d'aller asservir, d'accord, les même savait qu'il y avait l'esclavage, mais la Malte n'a jamais interdit l'esclavage. Voilà, c'était permis. Donc, je défie quiconque. En tout cas, tu as bien fait avec le petit là, Aga. D'ailleurs, il dit que c'était une montagne. Et puis, dans la Bible, c'était le nom d'une servante. Agar, par contre, c'était son nom. Hein. Agar, pas Aga. D'accord? Bon, monsieur Aga, vraiment, il faut revoir ton chemin. Jeune homme, il faut revoir ton chemin parce que là, ça va pas. Beaucoup de méconnaissances. Quand on a abruti les enfants là avec leur conneries là. Mais c'est pour ça que justement, tu sais qu'on fait ces lives là justement pour ça, pour désenvoûter ces gens là, pour désenvoûter ces enfants là, pour désenvoûter la jeunesse parce que la jeunesse est complètement perdue là. Et j'en parlais le matin justement dans mon introduction. Hein? La jeunesse est complètement abrutie dans des bêtises. Toi, tu viens. Et tous là, j'ai dit, hein, dans ce petit patelin là que tu as montré sur la carte, ce tout petit patelin là, il y avait les Camerounais là-bas, il y avait les Ivoiriens là, il y avait les Béninois, il y avait tout le monde était là-bas là, 54, plus de 54 pays qu'on est aujourd'hui là, nous étions tous là-bas. Et puis Thoumosis est Bamileke, l'autre est maintenant baoulé, et puis il y a un autre là, il va sortir là-bas, il va dire que non, c'était un béninois. Est-ce que tu savais que chez les Kémites maliens aussi, ils disent que Thoumosis III là, que c'était un soninké? Ah, tu as vu? Tu as vu? Ah, j'ai oublié de dire ça. Bon, Aga, merci. Tu fais parole. Les religions n'ont rien apporté en Afrique à part les divisions. Bon, je vais prendre la question. Laissons on va parler de ça. Lui, il a trop attendu aussi. Ouvrez. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de spirituellement négatif. Donc, par exemple, j'ai été l'histoire à quelqu'un spirituellement. Donc, tu vois, c'est... Donc, oui, mais après moi... Donc, oui, mais moi, je vais rester dans la tradition Congo parce que je ne connais pas d'autres pratiques. Ça, c'est peut-être mon ami qui en parlera. Les Bas-Congo savaient qu'au-dessus de toute la création, l'homme domine, voilà, et au-dessus de l'homme domine Dieu. Donc ça, c'est selon les Bas-Congois, donc ça, c'est selon eux. Donc il est le seul à connaître ce que l'homme n'a pu comprendre, ce qu'on appelle l'infumumianzambi. Donc ça veut dire les secrets de Dieu. Et le pouvoir de l'homme prend fin devant Dieu. Il n'y a que lui qui peut neutraliser la puissance et les pouvoirs de l'homme. Donc Dieu étant supérieur, devant lui, tout se rabaisse dans toute sa majesté. Donc plusieurs noms lui étaient attribués. Donc Mpungu, qui a plusieurs significations, qui veut dire autant omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc je retrouve ainsi un peu les mêmes attributs dans la religion monothéiste. Donc Mpungu aussi qui veut dire premier, qui veut dire providentiel. Donc c'est ça. Donc Dieu dans la pensée des Bas-Congo a les droits sur tout et pour tout parce qu'il est l'origine. Il peut demander à sa créature n'importe quelle chose et dans n'importe quelle mesure. Et du fait que Dieu est Mpungu, omniprésent, donc l'homme ne peut ni connaître ni conclure une alliance entre Dieu et lui. Donc l'homme est obligé de tourner en Mpemba. Mpemba, c'est le monde des morts, des ancêtres. Donc chez les ancêtres, qui servent d'intermédiaire entre les chefs des clans et les Nganga. Donc chaque clan a son chef. Donc voilà, donc ils sont les médiateurs entre les deux mondes, donc le monde des vivants, les mondes des morts et les mondes des vivants. Et peut-être par cette alliance avec les ancêtres, l'homme peut comprendre les mondes dans lesquels il vit. Et c'est Dieu qui n'a ni fin ni commencement. Donc dans les exemples de la mort et la résurrection, l'homme de ces pays
chercher la voie et la moyens efficaces pour savoir les secrets du monde dans lequel il vit et ceux de Pemba, donc les mondes des morts. Donc voilà. Et donc comme tu disais, Amour, il y a plusieurs dieux, ça c'est vrai. La Bible le dit. Et chaque dieu, que ça soit en dehors de la Bible, chaque dieu se dit, c'est lui le créateur, quoi. Vous allez chez les Krishna, en Inde, vous allez, là je viens de vous lire au Royaume Congo. Ici on dit que c'est Dieu qui est le créateur, il est le premier, il est le tout puissant. Donc et ça c'est la Bible, elle est dit. Là je maîtrise au moins la Bible. Je sais pas si avec les courants si c'est pareil, je ne sais pas. Peut-être Son Altesse pourra nous parler. Donc voilà, c'est ça. Donc chaque dieu se définit comme lui le créateur de la terre, le créateur du monde. Et dans la pensée Congo, parce que là ça me pose un peu un problème quand on parlait du fétichisme, parce que même chez les Congos, il y avait aussi ce qu'on appelait des mauvais esprits, hein, des mauvais esprits qui parfois ont tourmenté les villages. Voilà, surtout quand c'est une maladie, qui était bizarre, on ne sait pas la cause. Donc, on avait souvent tendance à croire que parfois il y a un sorcier du village, ou bien peut-être c'est l'ancêtre, hein, ou bien peut-être c'est l'ancêtre qui est revenu pour tourmenter les villages, parce que on essaie de faire une forme d'invocation qu'on appelle les bindokila. Donc, les bindokila ne peut être dirigé par n'importe qui dans les clans. Donc, c'est le chef du clan. Il peut éventuellement déléguer quelqu'un. Donc, lorsqu'une maladie et on ne sait pas la source, s'il revenait dans les villages, les chefs du clan devaient se préparer pour organiser des bindokila. Donc, pendant la nuit, c'est-à-dire, il doit établir un contact direct entre le ciel et la terre, donc entre les vivants et les Mpemba, les mondes des morts. Donc, j'ai parfois des exemples de prières ici, si j'ai, voilà, donc voilà. Il dit, vous, nos ancêtres en Mpemba, comme vous êtes partis au Bikinda, en Mpemba, les mondes des morts, le lieu sûr. Alors, pourquoi nous ici sur terre, nous devons nous battre pour être en bonne santé? Où sont vos yeux? Est-ce que c'est seulement qui revenait au clan pour nous faire souffrir? Donc, il y a une forme de souffrance qu'on pense que parfois c'est les ancêtres qui sont revenus, parfois c'est souvent aussi ça. Ceux qui, eux, ils croient dans leur façon, ils croient aussi que parfois ce sont les ancêtres qui retournent pour faire souffrir les membres du village. Peut-être ils ont commis quelque chose et qui allait à l'encontre des ancêtres. Donc, vous m'avez laissé sur terre. La mission dont vous m'avez chargé, je veille les jours, je veille la nuit. Ce que vous m'avez chargé, c'est ce que je pratique et je suis devenu médiateur au milieu de vous et du clan. Retirez votre ombre sur terre si c'est vous qui les faites. Si c'est vous qui les faites, donc adverbe des conditions. Si c'est les ancêtres qui les font, donc qui retirent cette ombre. Donc voilà. Et donc c'était ça. Donc il y a parfois quelque chose qui peut arriver au village. Soit parfois c'est les Kadian Pemba, les sorciers du village, ou bien parfois c'est les ancêtres qui viennent tourmenter les villages, je sais pas, parce qu'ils ont enfreint à la loi. Ou bien parfois aussi c'est des maladies normales. Si c'est des maladies normales, il y avait des plantes, il y avait des feuilles, voilà, qu'on pourrait traiter quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Donc même dans cette tradition-là, parce que ça c'est plutôt les Européens, quand on lit un peu des histoires des Européens, ils avaient un peu de tendance à dire que voilà, c'était du fétiche. Bon, ça, là c'était un peu les stéréotypes des Européens, mais quand on veut vraiment faire un peu de la théologie, rentrer dedans, même chez eux, dans la tradition Congo, ils ne se voyaient pas en tant que fétiche. Voilà, ils ne se voyaient pas en tant que, voilà, ils se voyaient comme des croyances, quoi, comme des croyances. Ils ont un dieu, ils ont des ancêtres qu'ils invoquent. Donc, voilà, ils ne se voyaient pas en tant que, c'est surtout les autres qui disaient qu'ils pratiquaient des fétiches, surtout c'est certains blancs, voilà, comme voilà certains blancs qui étaient là à l'époque, ils ont écrit sur le Royaume Congo, voilà, ils avaient un peu cette façon de mettre en public leurs stéréotypes par rapport à la tradition Congo. Donc voilà, donc même dans cette tradition-là, ils ont une conception du fétiche. Mais après, je ne sais pas si sorcier et fétiche c'est la même chose. Quelqu'un qui est sorcier, un féticheur, je ne sais pas si c'est la même chose, parce qu'il y a parfois aussi le chef du clan, on le voyait comme un sorcier. Mais c'était pas un sorcier dans le sens négatif. C'est un sorcier qui était là pour faire du bien, pour contrôler les villages, pour protéger les clans. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Parce que nous, quand j'étais en Afrique, on nous disait souvent qu'il y a des sorciers. On nous disait souvent que chaque famille a son sorcier.
Mais ces sorciers ne sont pas là forcément pour faire du mal. Il y a aussi des sorciers qui sont là pour protéger la famille contre d'autres sorciers qui veulent bouffer parfois un membre de la famille, quoi. Donc c'était des histoires qu'on nous disait. Mais je les retrouve encore ici, parce que moi je possède un livre qui parle de la religion Congo. Donc voilà, c'est ça. Ok. Je comprends ce que tu dis. Est-ce que les gens se voyaient comme des fétiches à l'époque, comme des féticheurs à l'époque? Je pense que non, parce que le mot même fétiche à l'époque n'existait pas encore, tu vois, mais la pratique existait bel et bien. C'est pour ça que dans la parole, dans la Bible, Dieu dit clairement que lui, il est contre ça, tu vois, parce que la pratique, elle-même, elle existait déjà. Donc. Oui, je te rappelle Salomon qui invoquait les morts, Dieu a été complètement fâché contre lui dans la Bible. Voilà. L'Ancien Testament. Exactement. Tu vois, parce que lui, selon lui, il faisait quelque chose pour se rapprocher des morts, se rapprocher de l'esprit des morts, sans avoir besoin de passer par Dieu forcément et tout ça. C'est toujours ce même esprit de rébellion-là. Mais est-ce qu'il se définissait comme étant un féticheur? Non. C'est parce que le mot en lui-même n'existait pas. Mais il savait qu'il était en train de faire de l'idolâtrie par contre. Ça, il savait. Et vu que c'était quelque chose que Dieu déjà à l'époque avait mis un holà dessus. Là-dessus, voilà. Maintenant, la différence entre un sorcier et un... On a du mal à t'entendre normalement. La différence entre... Voilà, c'est bon. La différence entre un sorcier et puis un féticheur, voilà. Il y a une différence, hein, voilà. Le sorcier peut utiliser des techniques comme il peut... Oh là là. Le sorcier peut utiliser des fétiches, comme il peut utiliser toute forme de choses qui lui permet de se connecter à l'invisible. Est-ce que tu vois un peu, Kabinda? Oui, je vois. Voilà. Tant que ça lui permet de se connecter à ce qui est invisible, il peut utiliser tout outil. Ce sont des outils pour lui, en fait. Voilà. Que ce soit le bon, que ce soit le mauvais sorcier, c'est la même chose. Ok. L'explication que Kabinda vient juste de donner là, bon, moi je pense que ça dépend des cultures. Il y a Magas même qui m'a dévancé là dans les commentaires. Ben, par exemple, chez nous les Mandingues, le féticheur depuis belle lurette se sont appelés Soma. Tu vois, Soma, c'est quelqu'un qui porte un savoir occulte. Soma Moriba. Voilà, Soma, le nom Soma, c'est le féticheur, tu vois. Donc, voilà, le féticheur, les Somas sont des porteurs de connaissances occultes. Et déjà, ce que tu dois comprendre, par exemple, dans le Coran, Dieu dit qu'il n'y a pas un peuple. Hein, il n'y a pas un peuple auquel il n'a pas envoyé, un messager ou un prophète pour se présenter à ces personnes-là. Mais au finish, qu'est-ce qui est arrivé? Après que le messager est envoyé à un peuple X, et que ce messager est décédé, maintenant ce peuple s'est donné à dire, bon, la personne qui nous montrait Dieu, vu qu'il n'est pas là, et qu'on veut toujours passer par Dieu, on veut toujours s'adresser à Dieu, on veut toujours continuer ses pratiques, donc vu que lui il est mort déjà, passons par lui et donnons nos messages à lui pour qu'il apporte à Dieu. Voilà comment est-ce que dans la pensée déjà, les gens vont commencer maintenant à adorer les morts, à se lancer dans l'adoration des morts. C'est pourquoi, que ce soit n'importe quel peuple, je te rappelle qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu qui, les gens vont
le représenter à travers des objets, donc les attribuer certaines fonctions. Et c'est pourquoi il y a même certains dieux qui ont aussi des pouvoirs limités, hein, parce que il y a aussi le dieu central qui est là, qui est capable de tout, mais qui donne certains de ses attributs à d'autres dieux que eux-mêmes ils ont représentés et qui font des cultes pour ces dieux-là. C'est pourquoi tu verras, dans certaines cultures, il y a Dieu hein, des fleuves, donc tout ce qui concerne de l'eau et de la fertilité de la terre. Lui, il est là que pour ça. Hormis de ça, il n'a pas autre pouvoir. Tu vois. Donc alors que le Dieu central, lui, il est là. C'est très ancien, les traditions d'invocation des morts. Hein. C'est très, très ancien. C'est très, très ancien. C'est une pratique universelle, hein. C'est pas qu'en Afrique. Hein. Non, pas qu'en Afrique. Pas qu'en Afrique. Oui. Voilà, pas qu'en Afrique. Déjà, quand on s'y fie, même du verset coranique que je viens juste de lire, en disant qu'il n'y a pas un peuple sur la terre auquel il n'a pas envoyé des messagers, des prophètes. Là, comme ça, c'est pourquoi dans la plupart des peuples, quand tu vas, demande juste leur cosmogonie, ils vont juste te décrire un Dieu qui n'a pas été créé. Un incréé, il est là, ils ont un nom. Donc tout le monde se rappelle de ces noms-là. Mais maintenant, en cherchant, parce que le messager qui a été envoyé, quand ce dernier est décédé, maintenant, ils ont préféré passer par ce dernier-là, puisque c'est ce dernier qui est venu les montrer comment adorer Dieu, comment le chercher, comment l'adorer. Maintenant, vu que ce dernier est décédé, donc à un moment donné, ils ont préféré de passer par ce dernier, que ce dernier soit le porteur de message, que eux, voilà, ils envoient vers Dieu. Comme ils n'avaient pas ces pouvoirs, selon eux, de s'adresser directement à Dieu. Voilà comment est-ce qu'ils vont tomber maintenant dans le culte des ancêtres. Ouais, je vois, parce que ça me rappelle, s'il te plaît, Vigilo, ça me rappelle Amour dans les paraboles du riche et les pauvres qui étaient avec Abraham et les riches qui brillaient en enfer. Et il demandait, je sais pas si ça dit à Abraham de retourner les fils et de viser à sa famille de respecter la loi. Et Abraham lui a dit non, ils ont Moïse et les prophètes. Je sais pas si tu te souviens. Oui, il faudrait que je retrouve ça. Oui, mais je vois de quoi tu parles en effet. Ouais. Donc ça veut dire que dans les religions ancestrales, c'est les morts, voilà, c'est comme un peu dans l'équivalence des religions monothéistes. Ils ont la loi, ils ont des prophètes, voilà, des prophètes vivants qui annoncent. Donc chez eux, c'est les morts. Donc le culte des morts est vraiment très fondamental dans des religions ancestrales, presque un peu tout universel, même en Europe, hein, avant la christianisation. Même Saoul dans la Bible, oui. Saoul mais oui, oui, effectivement. Mais tu vois, ça là, encore, c'est quelque chose qui a évolué parce que de base, le culte central, c'était plutôt centré sur l'humain. Dans la religion ancestrale, c'était d'abord l'humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est parti de Nimrod. Hein. Tout ça, c'est parti de Nimrod. C'est-à-dire, lui, vivant, il voulait être Dieu à la place de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, maintenant, le culte des morts s'institue comment? Ça commence à s'instituer dès l'instant où lui, quand Nimrod, il décède, suite à ce que le frère musulman l'a expliqué, quand Nimrod décède, c'est sa femme qui est en même temps sa mère qui le divinise parce que lui son projet c'était d'être Dieu, donc c'est elle qui le divinise et décide que désormais vous allez adorer Nimrod à travers son fils qui portait le nom de Tammuz. Donc et Tammuz curieusement naît un peu dans les mêmes conditions que Horus. Bref, voilà. Donc du coup, tu vois, c'est comme ça que le premier culte des morts commence. Ça commence à évoluer comme ça, parce qu'on veut avoir accès au divin. Mais le divin dont il est question ici n'est rien d'autre qu'un... Le divin dont il est question ici n'est rien d'autre qu'un humain qui est décédé, qui a été élevé comme divin. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est comme ça que...
Oui, vas-y. Ah, non, ok. Je veux me baser sur ce que Kaboda a dit, ce qu'il a expliqué par rapport à sa religion. Et je veux faire un rapprochement. Ce n'est pas ma religion, ça, ce n'est pas ma religion. Non, non, en fait, ce qui se passe dans son pays. Ah, d'accord. Le royaume Congo, l'ancien royaume Congo. Ah, d'accord, d'accord. Donc, quand il disait ça, je voyais un peu l'image aussi du christianisme. En fait, le christianisme a commencé après la mort et la montée au ciel de Jésus. Quand Jésus était sur terre, on ne parlait pas encore du christianisme. Donc, c'est lorsqu'il est parti. Maintenant, pour devenir chrétien, il y a cette expression qu'on utilise pour dire naître de nouveau. C'est-à-dire que tu veux être adopté maintenant dans une nouvelle famille. Tu veux appartenir à une nouvelle famille. Donc, tu quittes ta famille et tu es adopté dans une autre famille. Ça veut dire que tu n'as plus de lien avec tes ancêtres. Puisque tu es adopté maintenant dans une autre famille et tu deviens maintenant enfant d'autres descendants. Pardon? D'abord, la différence. Jésus, c'est quelqu'un qui existait déjà avant de venir au monde. Il a existé. Tout et non seulement quand il est mort, il existe encore après ça. Voilà. Selon la Bible. Selon la Bible. Il existe avant de venir. Tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. Quand il est venu dans la chair humaine, il est mort et il est ressuscité et il existe encore. Donc, voilà. C'est la différence entre l'homme simple et Jésus. En fait, Jésus, lui, il existait. Voilà pourquoi, quand il est mort, il doit repartir à là où il était. Mais puisque toi et moi, on n'était pas là où il était, quand on va mourir, on va attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ça, c'est la différence. Donc lui, il est reparti parce qu'il était quelque part et il doit retourner là-bas. Ouais, donc, j'étais en train de faire, puisque je suis en train de voir un peu l'importance du mot « naître de nouveau » par rapport à ce que tu as dit à partir des croyances ancestrales. En fait, c'est un peu ça. J'étais en train de faire une analyse logique de rapprochement. On n'est pas de nouveau chez les Congos, chez les Bas-Congos, je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'ai pas parlé de la conception de naître de nouveau quand j'expliquais la religion des Bas-Congos. Non. Moi, je suis en train de parler du christianisme. Pour être un chrétien, il faut être né de nouveau. Donc, je voulais comprendre un peu au-delà de ce que nous savons de naître de nouveau, qui signifie seulement accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je voulais comprendre un peu au-delà de ça par rapport à l'explication que tu donnais. Oui, donc les docteurs de la loi, c'était pendant la nuit lorsque Jésus parlait avec lui, il croyait que naître de nouveau, c'est rentrer à nouveau dans les ventres de sa maman. Je ne sais pas si tu es sûr de ce passage dans la Bible. Je me souviens très bien. Pas rentrer physiquement dans les ventres de sa maman. Non, c'est quelque chose de spirituel. C'est une forme de repentance. Tu vois, là, je suis d'accord. Tu te répands de ton vieil homme et puis tu deviens nouveau. Quoi. Ok, merci. De rien. Sinon, je devais partir depuis